Bonjour, ici Stéphane Lachance de Respect citoyen. Mon équipe et moi sommes prêts à défendre vos intérêts à l'Hôtel de Ville de Québec. Respect citoyen, c'est une meilleure gestion de l'argent public et des meilleurs services de proximité. Respect citoyen, c'est Québec comme on l'aime. Aujourd'hui, on termine la couverture municipale de l'élection à Lévis avec Serge Bonin de Repensons Lévis. Une entrevue que j'espère vous allez trouver intéressante. On a parlé de toutes sortes de sujets, son projet de SRB pour le boulevard Guillaume Couture, sa position sur le troisième lien, l'économie circulaire, toutes sortes d'affaires qu'on n'a pas nécessairement abordées avec d'autres candidats. Donc, il y avait une position un peu différente. Ça va être l'occasion pour vous de le découvrir, faire votre propre idée. Je mentionne, comme la dernière fois, comme les autres fois d'avant, que comme la conjointe de Yann se présente pour l'équipe de Stephen Blaney, on sait qu'il y a un potentiel conflit d'intérêts, mais on a essayé le plus possible d'être neutre et on remercie les candidats d'avoir accepté de se prêter au jeu quand même. De notre côté, il y a une émission complète d'actualité sur Patreon. Bonne émission. Salut, messieurs. Merci, M. Bonin, d'être là. Vous êtes le troisième et le dernier. On laissera aux gens de savoir si le meilleur est pour la fin, comme on dit. On travaille fort, en tout cas. On est sur le terrain pas mal. Commençons comme ça. C'est pas quelque chose qui est dans la plateforme ou quoi que ce soit, mais comment ça se passe sur le terrain? C'est quoi que les gens vous disent? Parce que j'en ai parlé aussi avec Mme Demers qu'on a enregistré juste avant vous. Oui. Il y a un sondage qui est sorti. C'est rare qu'on a des sondages sur le coin de Lévis. Oui. Puis on disait que la priorité des citoyens, c'était vraiment la mobilité. Exact. Que c'est l'enjeu numéro un. C'est tout ça qu'on vous dit quand vous faites votre porte-à-porte, vous rencontrez les gens, ou il y a quelque chose dans ce sondage-là qui n'a pas été mesuré dans ce que les gens disent? La mobilité, le logement, les finances, les infrastructures, c'est pas mal. C'est nos priorités de toute façon. Là, fait que c'est pas mal le diagnostic qu'on avait de la ville. C'est pas très surprenant de voir ce sondage-là. La mobilité sort en premier aussi pour Lévis, là, parce qu'on le sait de plus en plus. Hein, la 20, c'est devenu un stationnement assez souvent. Là. Moi, je pars de Saint-Étienne pour rentrer jusqu'au pont, mais là, je continue C'est-tu aussi pire? mais... Nous autres, on est plus dans l'Est. C'est-tu aussi pire de ce côté-là? Ou Ben, ça s'améliore? Avant d'arriver au pont, oui. C'est l'enfer. C'est l'entonnoir. L'entonnoir des ponts est là. Mais là, je sais qu'ils élargiront pas de mon côté. Là, mais... je pourrais essayer, mais là, c'est un peu chauvin. Là. Non, mais souvent, détour par le chemin industriel ici, carrément. Là. Ça nous permet de sauver un peu les meubles. Là. Mais non, c'est pas étonnant. C'est vraiment les sujets de l'heure que plusieurs villes vivent, mais Lévis particulièrement à cause de la croissance exponentielle des dernières années. Là, ça a été fulgurant. Fait que c'est sûr que le réseau n'est pas fait en ce moment pour accueillir tous ces gens-là. Là. Si on rentre à l'intérieur de ce sondage-là, justement dans la section mobilité, Ouais. qui était une des grosses parts, on disait, bon, après ça, si on décline ça, c'est quoi les enjeux? C'est quoi les priorités des gens? Évidemment, le troisième lien qui est l'éléphant dans la pièce, je vous laisserai commenter là-dessus. Ensuite, il y avait l'élargissement de l'autoroute 20. Et on pose la question, probablement parce que c'est vous qui amenez cette idée-là du SRB. J'aimerais ça que vous l'expliquiez parce que c'est un projet qu'il y a déjà eu à Lévis comme en partenariat avec la Ville de Québec. La Ville de Lévis, à un moment donné, a tiré sa plug, puis ils ont dit qu'ils débarquaient du projet, ça a été abandonné par Québec. Vous, c'est-tu le même projet? C'est-tu quelque chose de différent? Je pense que vous parlez de 17 km dans la plateforme de tracé. Fait que je vous laisse expliquer ça, parce que je pense qu'il y a bien des gens qui peut-être qu'ils l'apprennent là en ce moment. Oui, OK. C'est un projet, oui, qui a été dessiné en 2013, qui s'appelait l'INEA. C'est une voie centrale dédiée, OK? On dit en site propre, là, c'est ça que le gouvernement utilise. Donc, c'est une voie qui est séparée des voitures. Il reste 2 voies de voitures de chaque côté. On la sépare comment, avec du béton, par Oui, c'est exemple? ça. C'est un trottoir, carrément. Puis sur le trottoir, tu peux en avoir les plus larges où tu as les abribus, tout simplement. Fait que là, tu as les bus qui passent au centre. Donc, leur seul conflit, c'est quand il y a des virages à gauche, évidemment, aux lumières. Et ça permet de ne jamais être pris dans le trafic pour le bus, puis ça permet aussi aux autos qui sont derrière de ne pas être pris derrière le bus à travers ça. Là, on a décidé de faire des voies réservées pour les 2 sections qu'on a fait, qui étaient les nœuds. Là. On l'a fait à la tête des ponts, puis on l'a fait au coin Kennedy-Guillaume Couture,
parce que c'était là où il y avait le plus de conflits pour les bus. C'est là où ils arrêtaient le plus. Mais en ce moment, les chauffeurs, les chauffeuses nous disent, ben, on a beau avoir une voie réservée, il y a tout le temps du monde dedans pareil. Tout le temps du monde qui rentre, qui sort des entrées, des mondes qui virent à droite, tout ça. Fait que le conflit, il est là pareil, puis ça ralentit les bus. D'ailleurs, l'étude l'avait bien démontré. Ce qu'on fait là, les voies réservées, c'est un maintien de part modale. Donc, c'est un maintien de pourcentage de gens qui vont prendre le bus. Il n'y a pas plus de monde qui va prendre le bus en étant dans cette voie-là. On essaie de maintenir le flot. Tandis que quand on s'en va dans une voie centrale, on passe du simple au double, presque. Il l'a fait à SRB P9 à Montréal. C'était 17 000 usagers, sont tombés à 32 000. C'est pas plus vite, mais c'est plus régulier. La fréquence est là. Quand tu arrives là, tu as un bus en dedans de 10 minutes, tu es sûr. Puis ça te rabat sur ton autre bus, ton autre parcours. Tu es sûr de ne pas le manquer parce que l'adhérence à l'horaire, il est bon. Fait que quand tu dis, moi, je vais arriver à 6h10, bien, à 6h10, tu es là. Il n'y a presque pas de différence. C'est ça qui est efficace dans ce genre de projet-là. Et là, nous, on a critiqué les voies réservées parce que, bon, c'était 149 millions pour 3 km. Et là, c'était fait surtout pour les tuyaux dans le sous-sol, les bassins de rétention autour. Les abribus, qui ne sont pas perdus, les feux de préemption, c'est-à-dire quand tu arrives à une lumière rouge, elle va rester rouge un peu moins longtemps parce que le bus attend, ou elle va allonger un petit peu la verte pour que le bus puisse passer. Bon, ça, c'est pas perdu non plus. Fait que ces trucs-là, pour moi, ça n'a pas été un gain pour le transport en commun. C'est une subvention pour le transport en commun qui n'améliore pas le transport en commun, qui fait juste patcher puis s'assurer que dans la croissance, on garde le même niveau. Mais ça, on n'enlève pas d'auto avec ça. Ouais, puis les voies réservées, juste de dire de quoi là-dessus, là. Il y a des ressources policières qui sont monopolisées aussi. Exact. Moi, ça m'est arrivé, là, en tout disclaimer. Ben, non, mais c'est qu'à un moment donné... Je te présenter aux élections. Mais, exact. C'est pour ça que je le dis tout de suite. J'essaie de... Mais dans le coin, par exemple, où est-ce qu'il y a le Costco, l'entrée des ponts, à un moment donné, moi, je venais d'arriver à Lévis, puis je me disais, il faut que je m'en aille à droite, je m'en vais sur le pont de Québec. Ouais. Puis là, je m'en ai, la police arrive, je dis, vous n'avez pas le droit d'être... J'étais un peu trop tôt. Puis là, je me disais, mais c'est absurde qu'il y ait des services policiers qui soient utilisés en fait, pour checker si le monde est dans les voies réservées ou pas. Là. C'est ça, moi, je trouve que c'est une mauvaise utilisation de la police. Puis, tu sais, ils disent, il y en a 150 chaque matin. Là. Nous autres, on n'a pas le temps de faire ça. Puis là, les chauffeurs de bus, bien, passez, là, s'il vous plaît, donnez des tickets parce que ça, sont dans nos jambes. Mais ils font, non, on ne fera pas ça. Là, on n'a pas le temps de faire ça. Donc, c'est pas efficace. C'est ça la preuve. Là, l'autre élément, c'est que le gouvernement a fait un décret. En septembre, il a publié dans la Gazette de l'Assemblée nationale, puis là, ça a été mis à jour sur le site web le 7 octobre. Il dit, nous, les sites propres, donc les voies centrales dédiées, on va financer ça à 95 %, tandis que les voies latérales sur le côté, on va financer ça à 25 %. Autrement dit, le 50 millions qu'on fait par kilomètre sur la voie réservée qui n'est pas efficace va coûter 37 millions à la ville pour 1 kilomètre. Là, il en reste 14 à faire. Là, le plus gros projet de toute l'histoire de la ville de Lévis, c'était le poste de police. Le poste de police a coûté 78 millions. Bien, à chaque 2 km de voie réservée, dans le nouveau décret, tu vas faire un poste de police. Le problème que j'ai, par contre, quand on entend parler du SRB, puis votre idée de SRB, c'est pas nécessairement avec le financement, c'est plus avec les travaux qu'on vient de subir, autrement dit, sur Guillaume Couture, dans le sens que c'est pénible. Tout le monde, pas grand monde peut le nier, là, que c'est vraiment pénible, les travaux présentement. Oui. Ça alourdit énormément le trafic. Ça fait plus qu'1 an, évidemment. Ça fait même plus que 2 ans qu'on est un peu là-dedans. Il reste des phases à tout ça. Mais là, il y a des phases qui sont faites. Puis là on complète une phase, puis on a l'impression, bon, dans l'esprit d'un citoyen, c'est comme... Fini, là. Oui, mais dans l'esprit... Je veux dire, quand on finit une phrase, dans l'esprit du citoyen, c'est comme, bon, on est 10-12 ans tranquille. Là, on a fait 3 km sur 17. Là. Vous n'êtes pas sorti des cônes oranges, là, peu importe le parti. Mais là c'est ça l'affaire. Non, mais c'est vrai. Mais les 3 qui sont faites, là, est-ce qu'on va vraiment recommencer avec un SRB? Moi, c'est ce que je dis. Les abribus peuvent être récupérés, peuvent être déplacés. Et là, on parle de faire des voies au centre. Tout le sous-sol est fait. Tout ce qui reste à faire, c'est quoi? Enlever le centre, mettre une dalle de béton. Éventuellement. On n'est pas encore rendu là. Mais éventuellement, on pourra faire ça. Ça se fait par phase. On prend le temps de le faire. Mais le financement pour la voie dédiée et la voie en site propre, c'est 95 %. Ça veut dire que la ville va débourser de ses poches de 3 à 6 millions par kilomètre. Parce que là on s'entend, le SRB sur P9, il a coûté 665 millions à peu près pour 13 kilomètres. Là, j'ai fait un ratio, moi je dis que c'est à peu près 1,3 milliard pour 17 kilomètres ici, là, dans ces eaux-là. Le rapport de la CDPQ Infra disait que ça nous prend un SRB, on l'estime à 3 milliards. Puis
Puis ça va être 26 km. Je fais, non, pas besoin de 26 km. Lui, il partait de la route de l'Allemand, puis il s'en allait jusqu'au fond de Saint-Rédempteur. Là, je fais, wow, 17 km, c'est en masse. C'était ça le projet qui était dessiné en 2017. En 2013 et 2017, c'est devenu le nom SRB, là, mais c'était le même projet. Là. On l'avait, il y avait une vidéo explicative, puis tout ça n'a pas été publié. En fait, c'est sorti dans un article de Stéphanie Martin du Journal de Québec. Là. Mais tout était là, tout était prêt. Fait que non, on ne refait pas tout de suite. Moi, de toute façon, je me suis engagé à faire un référendum sur le projet. Ça ne me fait pas peur pantoute. On est des gens qui sommes à l'écoute de la population. On veut travailler ensemble. Moi, ce que je veux faire, c'est refaire le tracé, revoir les études, revoir le prix, revoir le gain, pour dire si c'est vrai qu'on gagne plus avec ça, mesurer ce qui se fait ailleurs. Puis une fois qu'on a toutes les données, on les expose, puis les gens disent oui ou non. On va faire un vote. Moi, ça me fait aucun problème. Donc, on n'aura pas un scénario à la Québec. Là, non, c'est ça. C'est ça qui est critiqué aussi sur le tramway. On n'a jamais été consulté. Moi, je suis prêt à le faire. Je me suis engagé à le faire. Donc, vous engagez totalement, là-dessus. Totalement. Je vous ai entendu dire aussi que vous étiez pour le... en fait, c'est dans votre plateforme, c'est écrit pour notre lien à l'Est. Oui. Vous, la version actuelle qui était proposée par le gouvernement, j'imagine que comme plusieurs, vous avez des grosses réserves là-dessus. Fait que ce serait quoi la position de Serge Bonin s'il était à la mairie? Comment on fait pour essayer de mettre de la pression sur ce dossier-là? J'ai fait un saut un peu quand j'ai regardé le sondage. Là, il y en avait quand même 62-63 qui disaient qu'ils étaient d'accord avec l'idée de lien actuel sur les tuyaux de Valero, la ferme Chappet. Ouais. Je pense que plusieurs personnes veulent juste ça se règle, puis ils ont juste out. Là. Il y a peut-être ça. Là. En tout cas, il y en a qui m'ont dit que c'était pas si clair là, comment ils posaient la question à travers ça. Moi, je suis le premier à être sorti pour dire là, t'as peu, là. Tu sais, quand Mme Guilbeault sort et elle dit il y a un petit défi à Lévis. C'est pas un petit défi. C'est les tuyaux de pétrole, de mazout qui descendent, qui montent des bateaux. Croyez-vous à ce projet-là? On le dit à tout le monde, on va vous le dire aussi à vous. Ouais. On a tous l'impression que personne ne croit réellement que ce projet-là va se faire. Ça fait, je veux dire, on a monté le pont La Porte puis on est en train de parler d'un autre lien. Là. C'est le seul lien de camions, de transport de marchandises dans la région. Là. Il n'y en a pas d'autre. Le pont La Porte, il arrive quelque chose demain matin. Un incendie, un camion-citerne, peu importe, qui brûle en plein milieu du pont-la-Porte, on n'a même pas les moyens d'aller l'éteindre. La mousse pourrait... Qu'est-ce que ça va faire? Ça va endommager la structure de l'autre pont à côté. Ouais, on sait qu'il y a un usure prématuré aussi à cause qu'il est surutilisé. Puis bon, il est à 112 à 115 000 véhicules, puis il est conçu pour en prendre 70. Il était conçu pour 50 ans, il y en a 55. Fait que le projet de la CAQ, présentement, vous ne croyez pas? Là? On n'aura pas le choix d'arriver à quelque chose, mais je trouve moi, j'y tourne en rond. Là. Le tunnel sous-fluvial entre les centres-villes qui descendait avec une pente de 8 puis qui allait sortir au milieu de Pintante. C'est ça le calcul que j'avais fait. Là. C'est 100 mètres en dessous du niveau de la mer, puis 100 mètres au-dessus du côté de Lévis. À un moment donné, ça se pouvait pas, là. Puis effectivement, à un moment donné, ils ont dit les camions pourront pas passer là. Puis même un tramway, s'ils voulaient le faire passer là, ils pourraient même pas remonter. Fait que ça se tenait pas. Moi, j'ai été un des premiers à le condamner au début, là, puis dire non, on ne pouvait pas faire ça de même. Là, en ce moment, on est en train de faire un pont à l'île pour 7000 personnes qui va coûter un peu plus que 3 milliards. On a investi 3 milliards dans 7000 personnes pour qu'ils puissent rester sur l'île. Il semble que la moindre des choses, c'est de nous faire un passage de l'autre côté. Puis probablement qu'il y en a quelques-uns qui seraient quand même contents de pouvoir sortir de l'autre bord aussi de temps en temps. Mais je pense que c'est la plus logique des solutions pour faire le périphérique. Là, mais comment ça que tu as à peu près tout le monde qui vit dans la région de Québec, on leur pose la question, savent tout un peu que c'est ça, là, qu'il faudrait faire. En tout cas, que si c'est là qu'il faut qu'on aille, on aurait dû mettre les deux projets combinés puis que ce soit plus à l'est. Puis à toutes les fois qu'un politicien nous arrive avec quelque chose, soit à l'ouest, soit dans une place que personne... Puis là, on dirait qu'on est revenu au point de départ, là. Si vous vous souvenez bien, quand les libéraux avaient présenté le dossier, il y avait les fameux 5 corridors. On était encore au même corridor, au même tracé, puis on n'a pas... Mon père travaillait à Expo Québec des années fin 70, début 80, puis il présentait un tunnel à la pointe de l'île. C'était ça. Il y avait un kiosque, là, un pavillon, puis il y avait une maquette, puis là, il était « Ah ouais, on va creuser de même », puis tout ça. Ça n'a pas de sens, là. Ça fait des années qu'on parle de ça. C'est là le point le plus évident, là, tu sais. Après, la question que j'ai, moi, c'est qu'est-ce que Québec peut y gagner? Lévis, c'est évident ce que Lévis y gagne. Là, il faut penser régional. Je reviens à l'idée, s'il arrive quelque chose sur le pont, on est obligé d'aller virer à Trois-Rivières avec les camions. C'est problématique. Le pont de Québec peut prendre 4-5 000 chars, pas plus. À un moment donné, on va avoir un méchant problème s'il arrive de quoi là. Puis là, on dit « Ah ouais, mais il n'y a rien arrivé. »
on n'est pas à l'abri. Hein. Ouais. Quand il y a un seul lien, on n'est pas à l'abri. Si on va un peu du côté des finances publiques de la ville de Lévis, Oui. on sent une légère asphyxie présentement dans le budget, dans le sens que au niveau de la dette municipale, on est à 20 à peu près pour le service de la dette. On est à 19 là, grosso modo, c'est tout près du maximum. Le ratio d'endettement par rapport à l'assiette fiscale est assez impressionnant. Deuxième ville la plus endettée au Québec. Exact. Quatrième ville la plus taxée. Fait qu'on- Dans les grandes villes, évidemment. il y a une asphyxie au niveau de l'endettement. Oui. On a du côté des trois partis politiques à peu près la même promesse au niveau des hausses de taxes et Exact. l'inflation, that's it, Exact. pas plus. Par contre, il y a eu le fameux rapport de Raymond Chabot, Grant Thornton, qui est sorti avec 31 nouvelles façons de taxer les citoyens. Fait que là, évidemment, on regarde ça et on se dit « Ah, OK, c'est ça l'histoire. » Il y a Non, quelqu'un ben, quelque part qui veut créer des nouvelles taxes. Ben, c'était ça leur demande, eux autres. Là. C'était la demande de la ville pour dire comment on fait pour créer des nouveaux revenus. Ils sont allés voir dans toutes les grandes villes, un peu partout. Puis ils ont dit, bon, on peut faire ça, ça, ça. Là, j'ai entendu que quelqu'un dit, on veut taxer les piscines, puis ci, puis ça. Non, c'est pas ça. Là. Moi, la seule chose qui m'intéresse là-dedans, c'est quand tu as un rapport de cause à conséquence. Hein. Quand tu prends un stationnement qui est perméable, qui permet à l'eau d'entrer, puis qui ne surcharge pas le réseau, j'ai pas de problème. Quand tu as un stationnement qui est imperméable, puis que là, on a des grosses pluies comme le 17 juillet, ça se déverse dans nos réseaux, ça déborde partout dans les sous-sols, bien, nous autres, il faut corriger ça. Fait que moi, ce que je dis, c'est que si tu as un gros stationnement qui est imperméable, bien, on peut-tu faire en sorte que tu le corriges, ou sinon, on va te charger quelque chose pour agrandir nos tuyaux. Puis quand vous pour arrivez avec absorber des l'eau. suggestions comme ça, est-ce qu'il y a des clauses grand-père ou c'est quelqu'un présentement qui a un stationnement? Ben là, je ne sais pas exactement comment ça va s'articuler, là, tu sais, mais c'est sûr que nous, on a des correctifs à faire dans nos réseaux. Fait que est-ce que c'est les stationnements qui sont à proximité d'où ça déborde? Ça, je ne sais pas exactement. Tu sais. Parce qu'on prend, Tout par ça est à exemple, étudier. on a un épicier présentement, il y a un grand stationnement, son stationnement est imperméable, puis il reçoit une surtaxe. On se doute qu'éventuellement, cette facture-là elle va être refilée un peu aux citoyens aussi. Là. Ça risque d'arriver, mais c'est plus les centres commerciaux. Là. Ça va être plus ce genre de choses-là qui vont faire en sorte que c'est là qu'on va pouvoir aller chercher. Mais tu sais, ça, c'est une des idées. Moi, je regardais tout ça, puis je fais... Il n'y a pas grand-chose qui peut être vraiment utilisé là-dedans. Là, tu sais. Il y en avait une trentaine, là. Parce Moi, qu'au côté de la celle-là me diversification des parlait plus revenus... dans le rapport cause-conséquence. Tu sais, il y en a qui me parlent de la taxe sur l'immatriculation, mettons, pour le transport en commun. Je fais, mais pourquoi moi, je ferais payer juste les automobilistes pour un service qui peut bénéficier à l'ensemble? Parce que ceux qui prennent le bus vont en bénéficier, puis ceux qui ne prennent pas le bus vont voir des voitures sortir, ça va peut-être fluidifier la circulation. Pourquoi je ferais payer juste une catégorie? Moi, je suis plus ou moins à l'aise avec ça. Donc, il faut regarder un peu l'ensemble, qu'est-ce qu'on est capable de faire. T'sais. Est-ce qu'on veut tout le monde? Puis encore là, le jour où il y aura un référendum sur le SRB, puis les gens vont le vouloir, je vais dire, ben OK, ça veut dire aussi qu'il y a un coût qui peut être lié. Sur votre compte de taxe, on pourrait ajouter un 5$ ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est possible. Mais c'est vous autres qui allez décider. On va vous dire c'est quoi le coût. On ne le cachera pas quelque part, là, tu sais. Oui, parce que vous en parlez sur une place dans votre plateforme d'améliorer la gestion du pluvial. Là. Parce qu'on l'a vu, entre autres, à Montréal. En fait, dans toutes les villes qui ont eu beaucoup de densification, à un moment donné, ça construit en hauteur où c'est des coins très condensés. Puis là, il pleut, ça déborde de partout, Exact. les gens sont inondés. Exact. C'est quoi qui aurait amélioré à Lévis de ce côté-là? La façon de faire des buildings, d'abord. Des toits qui absorbent un peu. Là. On dit des toits verts, là, mais il y a des toits bleus maintenant là, qui permettent de garder l'eau un peu plus longtemps. Ça s'écoule moins vite vers les rues. Ça, c'est la première des choses. Des stationnements. T'sais, quand tu as des stationnements avec des alvéoles à des places, des îlots de verdure, des trucs qui permettent à l'eau d'entrer, ça ne s'en va pas dans le réseau pluvial. Ça aide. Là, ce qui s'est passé, moi, j'étais au coin de Tagnata-Guillaume-Couture. L'inondation, c'est déversé du parc industriel dans une seule rigole, puis ça a fait éclater l'abribus, puis il y avait des roches partout. Là, on avait des vidéos de ça là, qui sont devenues presque virales. Là. C'était intense, là. Mais c'est ça, il faut que tu aménages et tes rues, et tes terrains, et tes bâtiments d'une façon différente pour arriver à ça. Puis évidemment, ben, ton sous-sol aussi. Là. S'il te manque de capacité dans ton sous-sol, faut que tu le regardes. Là, j'espère que le 17 juillet, puis moi, c'est la question que j'ai posée en conseil après, là, on a-tu pris des notes? Où est-ce que ça a débordé? Où est-ce qu'il était le problème? Qui a subi ça? C'est ça que je veux savoir. Ouais, parce qu'il y a des endroits qu'il y a comme... Pas il n'y a rien à faire, mais c'est difficile dans le sens que, je pense au coin du vieux Saint-Romuald, puis tout ça, les tout petits terrains, les maisons sont très rapprochées. Souvent en bas de la pente. Souvent en bas de la pente. Puis ces maisons-là, mettons qu'il y a 3 pieds entre les 2 maisons, là, on ne peut pas creuser pour faire un drain, puis c'est très difficile. Tu es obligé d'avoir une pompe, puis tout ça. Fait qu'au niveau de la ville...
C'est-tu quelque chose dans l'aménagement des rues? On est-tu en retard là-dessus? Y a-tu un problème avec le pluvial à Lévis? Moi, c'est mon impression. C'est sûr qu'il y a un défi avec les infrastructures depuis longtemps. Là. Moi, je suis rentré au conseil. J'avais très peu d'informations. Là. Ils m'ont donné 8 pages pour voter un budget de 325 millions. Là. C'était comme, là, je peux savoir un peu plus que ça. Là. Je voyais la grosse brique à Québec. Je fais pitié un peu. Aidez-moi, s'il vous plaît. Parlons-en. Dans le fond, ça l'a été... je veux juste... Oui, c'est vrai. Je la garde. On va basculer. Qui était déjà ta question? Le pluvial. Oui, c'est ça. Écoute, les infrastructures, c'est sûr qu'on a un déficit. Là. Moi, mon service d'entraide a fermé. Je l'ai appris sur les réseaux sociaux parce qu'ils ne voulaient pas me le dire, ils ne voulaient pas me mettre dans le coup. Tu fais, attends un peu. Après ça, je m'en vais à ma maison des jeunes. Ah ouais, ils vont nous mettre dehors parce que là, il faut qu'ils refassent toutes les solives de rive tout le tour de la maison. Ils sont finis. Ils nous disent de ne plus mettre de meubles sur le bord. Je fais, OK. Puis là, quand ils commencent à ouvrir ça, ils disent, il y a de l'amiante partout. Puis là, ça, c'est 2 bâtiments chez nous d'organismes. Il y en a combien? Il y en a 250 qui appartiennent à la ville. C'est quoi leur état? J'ai jamais réussi à avoir la liste complète. Là, on est en train de faire un espèce de plan directeur disant, bon, celui-là, on va s'en servir, celui-là, non. On est en train d'analyser ça. On veut vendre ceux qui nous intéressent moins. Mais, tu sais, il y a des conséquences. Là. Nos organismes sont dans nos bâtiments. Il y a nos usines, il y a nos garages. Les garages municipaux, là, tu sais, c'est pas toujours agréable de travailler là. Tu sais, nos employés, il faut quand même en prendre soin. Il faut leur donner les outils qu'il faut pour qu'ils puissent travailler. Il faut leur donner un environnement de travail qui est agréable. Si ça ne lui tente pas d'aller là... à un moment donné, le service aussi peut peut-être faire, regarde, si on ne nous donne pas plus d'attention que ça, c'est important de prendre soin de ce qu'on a, c'est la base. On a coupé beaucoup de rubans. Moi, j'ai eu 4 PQI, là, la liste des grands projets de la ville. Là. Les 4 fois, on me dit, voici la liste. On me la donne une semaine à l'avance, puis tu peux rien dire. Je fais, attends un peu, là. Moi, j'aimerais ça qu'on aille ça. Moi, je trouve qu'il y a trop d'investissements en première année, mais c'est pas réparti comme il faut ces 4 ans. Là. Vous voyez, la pérennité, elle baisse, ça n'a pas de sens. Tu sais, je dis, leur plan est concentré sur 1 an ou 2, puis le reste, c'est comme, bof, on verra. Tu sais. Puis là, à cause de ça, leur cible d'emprunt baisse, parce que les montants prévus descendent d'année en année. Notre cible d'emprunt moyenne est bonne. Mais non, mais écoute, c'est pas réaliste que ce que vous mettez sur la table. Fait que moi, les 4 fois, j'ai voté contre le PQI, qui est pour moi la plus grande décision de l'année, parce que c'est là qu'on fait des emprunts, c'est là qu'on va cumuler des intérêts. Donc, c'est là que le service de la dette va augmenter. Quand on dit qu'il a augmenté de 5 % l'année passée, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que ça a monté de 5 millions à peu près, là. 5 millions, c'est 1,5 % du compte de taxes. C'est directement sur la taxe des citoyens. On va dans la direction justement de la transparence parce que c'est une ville qui a été gouvernée pendant quand même longtemps sans opposition, la ville de Lévis. Puis on sent évidemment que le réflexe, c'est quand même bien implanté au niveau des élus de manière évidente, mais aussi au niveau de l'administration. On sent que c'est quand même très difficile d'obtenir de l'information à la ville de Lévis, que ce soit des demandes d'accès à l'information, par exemple, ou dans votre cas, vous l'avez expérimenté de première heure en étant un des premiers à faire une percée dans la muraille de Gilles Lehouillier. Est-ce qu'on a vraiment des problèmes Est-ce qu'on a vraiment des problèmes de transparence ou c'est tout dans notre tête, cette affaire-là? Moi, le directeur général, on a eu souvent des échanges un peu vifs sur d'abord l'existence de l'opposition, parce que c'était même pas reconnu dans la charte. Hein. Moi, je suis un conseiller désigné. Donc, je suis désigné par le chef du parti, mais je n'ai pas un statut particulier au sein du conseil. Pourquoi je suis désigné? Pourquoi j'ai un bureau? Pourquoi j'ai 3 employés? Pourquoi j'ai le tiers du budget du cabinet du maire pour me former un cabinet? On vous a accommodé, mais ça n'existait pas dans les chartes. C'était la loi. La loi obligeait, OK, avec la Ligue d'action civique, ils sont allés chercher ça. La loi obligeait, quand tu avais 20 % dans tous les districts et à la mairie, tu étais reconnu pour avoir le tiers du budget du cabinet du maire. OK. Mais moi, je ne savais même pas. Là. Quand je suis élu, le soir, je fais comme, OK, je vais être tout seul contre cette gang-là, aidez-moi quelqu'un. Puis là, le lendemain, on a un appel, puis là, on avait droit à un budget. Okay. Là, j'ai engagé 3 personnes qui sont là depuis le début. Mais c'est ça, tu sais, cette muraille-là, si on veut, c'est normal qu'elle était là. Ils ont toujours travaillé entre eux autres. Il y avait un indépendant qui n'avait pas de moyens, qui n'avait pas de bureau, qui, donc, finissait par prendre le moule. Probablement que si j'avais pas eu de bureau, je me serais rapproché davantage de l'administration actuelle, puis
j'aurais essayé de comprendre. T'sais, au début, tu fais, bon, ben, moi, je vois des choses. Un mais peu comme c'est fait à Québec, parce que Bruno Marchand a commencé minoritaire, puis il a recruté des gens des autres partis dans son parti. Ouais, peut-être. Mais là, tu sais, il ne pouvait pas le faire parce que j'avais des privilèges. Heureusement que cette loi-là a changé pour permettre l'exercice de la démocratie. Là, parce que les privilèges, c'était mon bureau, c'était mon personnel qui travaillait avec moi. Puis en plus, on a un fonds de soutien et recherche. Fait que moi, j'ai pu engager l'ancien directeur des finances de la Ville, qui était là pendant 35 ans. Fait que lui, c'est une bible pour tout ce qui est budget, exercice budgétaire à chaque année, puis état financier, puis tout ça. Il nous a donné un super coup de main, puis il nous a formés. On a engagé l'ancien maire de Drummondville aussi, qui était président de l'UMQ, là, Alexandre Cusson. Fait que ça nous a permis aussi de voir un peu au niveau des autres paliers de gouvernement qu'est-ce qui était possible, qu'est-ce qu'on pouvait aller chercher, puis tout ça. Mais c'est normal là, que ça soit un peu une muraille de Chine quand ils ont toujours fonctionné comme ça, ils règlent ça entre eux autres, puis ils arrivent au conseil, puis c'est unanime, puis ils se sont toujours arrangés de même. Là, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient un caucus entre eux autres l'après-midi. Ils arrivaient juste avant le conseil, puis j'animais le plénier. Là. J'animais la séance de travail parce que c'est moi qui posais les questions. Eux autres, c'était tout répondu entre eux autres, entre élus. Puis moi, j'arrivais, puis là, ben, attends un peu, à tel point, il y a ça, à tel point, il y a ça, il y a ça. Au début, c'était vraiment pour comprendre. C'est quand même complexe, là, l'appareil municipal. Mais à un moment donné, c'était pour voir aussi qu'il y a des choses qui ne fonctionnaient pas. Mais moi, tout ce fonctionnement-là, il n'est pas adéquat. Là. Il est pas, on reçoit les documents le vendredi, souvent à la dernière minute, pour le conseil du lundi. Puis, on a des questions juste avant le conseil. Là. Fait que, quand on rachète le centre des congrès 11 millions, puis j'ai une présentation une demi-heure avant, puis la personne qui vient le présenter, « Ouais, je m'excuse, on n'a pas beaucoup de temps. » Je fais, « Attends, là, c'est une grosse décision. Là. La Ville débourse 1 million d'un coup pour acheter son centre des congrès, puis ça fait longtemps qu'on demande une séance de travail pour comprendre le contrat d'exploitation. Là. C'est un contrat de 50 ans, le contrat d'exploitation du centre des congrès. Ça fait longtemps qu'on le demande. Là. Puis, non, il n'y a pas de décision. Tant qu'il n'y a pas de décision. Mais là, c'est ça. C'est le démeur entre le politique et l'administratif. Parce que dans la loi, le maire a le pouvoir de contrôle et de surveillance et de contrôle. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc, le pouvoir de surveillance et de contrôle sur l'administration. C'est-à-dire que le maire, lui, a le droit d'aller voir toutes les directions, d'aller voir tous les employés, d'aller voir ce qui se passe. Il a un pouvoir de surveillance et de contrôle. Puis c'est lui qui décide jusqu'à quel point on donne l'information ou pas. Puis là, tu as le directeur général qui est là puis qui essaie d'évaluer son travail. Puis oui, je dois être démocratique, mais en même temps, si la maire m'a dit de ne pas le donner, je suis comme un peu pris. T'sais, ce tango-là entre le directeur général puis le maire n'est pas évident. Puis j'ai vu 3 directeurs généraux jongler un peu avec ça, de qu'est-ce qu'ils pouvaient pas faire. Ils ne voulaient pas me donner un privilège particulier parce que j'étais le seul élu de l'opposition au début. Mais je dis, moi, je ne la demande pas pour moi, donnez-la à tous les membres du conseil. Tout le monde devrait avoir cette information-là si je la demande, tu sais. Fait qu'on a jonglé un peu à travers ça tout le long du mandat. Ça a-tu amélioré avec le temps? Un peu. Tu vois, on a demandé nous autres, on demandait une séance de travail publique avant le budget, avant l'adoption. À Gatineau, ils font ça pendant 1 mois. Il y a des séances à tous les matins, ils sont en ligne. Les gens peuvent regarder, peuvent poser des questions, envoyer des questions à leurs conseillers. Ça rentre dans la machine, tout ça. À Québec aussi, ils ont un processus super ouvert. T'sais. Moi, c'est les 2 villes, je pense, desquelles il faut s'inspirer. Là. C'est 2 villes qui sont hyper ouvertes sur les processus, sur la transparence. À Lévis, on a réussi à en obtenir un premier avant le dernier budget 2025. On a réussi à obtenir un premier exercice. Là, ils nous donnaient 10 minutes chacun. Évidemment, là, j'étais avec Alexandre Fallu, mon collègue qui est rentré au centre-ville. Et là, on a pris, évidemment, toutes nos 10 minutes. Puis on nous a dit, s'il reste du temps à la fin, on va pouvoir vous faire revenir, tu sais. Mais là, ils ont eu la commande, évidemment, de remplir leur temps. Ils ont presque filibosté, là. Non, mais c'est vrai, ils ont pris le temps, tu sais. Tout le monde avait des questions très pointues sur telle ligne. Tu fais, tu sais... C'est pas si important et intéressant. C'est un exercice difficile pour le directeur des finances et le directeur général qui était là, qui devait répondre aux questions. Mais c'est là qu'on a posé la question sur les terrains vagues desservis. On a ajouté la surtaxe sur les terrains vagues desservis. Dans le fond, on avait le droit de faire le double du taux de base. Donc, si ton taux de base était à 70 cents du 100 $ d'évaluation, un terrain vague desservi pouvait aller jusqu'à 1,40 $ du 100 $. Pourquoi? Parce que si tu as un terrain où le tuyau passe, tu peux te construire, tu le fais pas, mais là, tu prives la municipalité de revenus, la municipalité a besoin de logement, fait que, on t'incite à le développer. C'était ça un peu le principe.
Là, du jour au lendemain, le gouvernement, juste avant le budget, a dit vous pouvez passer du double au quadruple. Fait que là, ce que la Ville a fait, c'est qu'elle a pris... Elle ne nous l'a pas dit, d'ailleurs, là, ce budget-là. On n'avait aucune variation du compte de taxes parce que là, c'était la fameuse année du 7,7 %. Fait que là, ils ont pris le double du taux de base, puis ils l'ont passé au quadruple d'une shot. Ça, c'est 2000 propriétaires. Fait que ça, c'est leur propriété, à un moment donné. Ils sont allés chercher 11 millions à 2000 personnes pour faire baisser le compte de taxes à 7,7. Sinon, ça aurait été un compte de taxes à 11 %. C'était ça, 2024. Là. Parlons-en de ce compte de taxes-là. On essaie d'avoir des réponses. Ça a l'air difficile. 28 % d'augmentation d'administration cette année-là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la conséquence de la vitesse à laquelle ça va. Mais c'est quoi de l'administration? C'est pas des services aux citoyens? Parce que c'est le seul budget qui a réel. Parce que si on arrive et on regarde cette année-là, 2024, le compte de taxes augmente de 7,5 %. Mais 7,7 ça, c'est la moyenne du résidentiel. Exact. Mais si on prend toutes les dépenses, ça augmente des fois de 5, des fois de 6, des fois de 3, des fois presque pas. Mais il y en a une qui augmente beaucoup, puis c'est les dépenses administratives. Ils augmentent de 28. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, le discours du maire, c'est qu'on était sous-staffé. Donc, on a mal prévu. On a eu une croissance rapide. Tout à coup, on s'est rendu compte qu'on manquait de monde. Puis là, on va rattraper. Mais je veux dire, on manquait de monde. C'est pas plus de policiers, c'est pas plus de pompiers, c'est pas plus de gens qui entretiennent des terrains. Il y a eu beaucoup de gens dans les bureaux. Il y a eu beaucoup de gens dans les bureaux. Mais c'est ça. Vous promettez, vous proposez un gel d'embauche. C'est ça. Excluant policiers, pompiers, là, pour être précis. Exact. Parce que les conventions collectives sont signées. On va pas lésiner sa sécurité quand même. Là. On sait ce qui se passe un peu à Lévis. C'est pas dramatique, mais c'est quand même préoccupant. Là. On va pas le prendre à la légère. Donc, on est à 35 policiers en dessous de la moyenne des grandes villes, au prorata par habitant. Là. Il nous manque 35 policiers pour rattraper la moyenne. Fait qu'ils sont signés dans les conventions collectives. On ne touchera pas à ça, là. Ça, c'est clair. Mais 22 % d'augmentation de la masse salariale en 2 ans, il n'y a personne qui est capable d'absorber ça. Là. Pas une entreprise qui est capable d'absorber ça. Une ville non plus. Là. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait la hausse du compte de taxes l'année 2024. Mais en 2025, on n'en parle pas beaucoup. Mais on a coupé le paiement comptant de 11 millions. Puis ça, le paiement comptant, c'est quoi? C'est que ça te permet de moins emprunter. Ça te permet de moins faire de l'intérêt. Mais là, on l'a coupé. Là. Puis c'est long, là, monter un paiement comptant. T'en mets un petit peu, 1 million à chaque année, puis tu grimpes, puis il y avait l'objectif. On était en train d'atteindre le 20 millions total. On vient d'en couper 11 d'une shot pour ne pas avoir un autre compte de taxes à 7-8 %. Là. Ça n'a pas de sens à la vitesse à laquelle on va pour les embauches. Et quand je vais sur le terrain... Mais ils sont embauchés où, ces gens-là? Bien, c'est ça. Quand je vais sur le terrain, bien, moi, c'est ce que j'ai demandé. Parce que là, on a adopté un plan quinquennal des effectifs qui était censé nous donner, on a besoin de temps d'employés dans tant de temps, ça va coûter tant à chaque année. Là, l'affaire, c'est que dans ce plan-là, mettons qu'il y a un montant, on l'embauche pour 1 million par année, je dis un chiffre bien au hasard, mais si tu l'embauches, la personne, au milieu de l'année, puis là, tu rentres dans ton million dans ton année, c'est un demi-salaire. L'année d'après, c'est le salaire complet. Fait que tu l'ajoutes par-dessus. Mais il n'est pas calculé l'année d'après. Fait que ton coût, il vient d'augmenter après l'année d'après. Puis là, je me suis ostiné avec eux autres là-dessus. Je me souviens, c'est un long plénier. Ils n'ont jamais voulu admettre ça, mais c'est ça. Là, on travaille avec l'ancien directeur des finances, c'est clair. Là. Lui, il l'a compris comme ça aussi. Fait qu'à chaque fois que tu ajoutes quelqu'un sur le payroll, bien, tu l'ajoutes en demi, en quart d'année, mais l'année d'après, il est l'année complète. Fait qu'il vient de coûter plus cher. Et là, ton 22 %, moi, je parle au col bleu, puis je parle à des gens qui travaillent dans les arénas, puis tout ça, ils disent, tu sais, c'est pas là qu'il est allé, non? On a moins de monde sur le terrain, puis on a plus de contremaîtres, puis on a plus de gens dans les bureaux, puis on a plus de... Tu sais, il y a un problème là. Quand on a adopté le PQE, moi, j'ai dit, moi, je veux bien adopter ça. Puis je l'ai dit même en conseil. Je l'avais dit en plénier, mais je l'ai redit en conseil. Je dis, je veux bien l'adopter, mais pour moi, c'est un objectif. Et là, vous allez venir me justifier au conseil chaque embauche que vous faites, c'est quoi les besoins, d'où est-ce que ça vient, est-ce que c'est placé à la bonne place. Puis évidemment, j'ai jamais eu ça. Ça a disparu. Puis là, le PQE est devenu un peu élastique, il a changé. Puis on ne sait plus exactement combien de personnes on embauche. Puis on vient de se rendre compte que 22 % d'augmentation de la masse salariale en 2 ans. On vient de signer toutes les conventions collectives à 4, 4, 4, 3, 3, donc 4 % la première année. Puis là, pendant ce temps-là, mes 2 adversaires disent « Oui, on va limiter, on plafonner les taxes à l'inflation. » Il n'y a aucune mesure. J'ai entendu rien. Fait que moi, on gèle les embauches, là.
Là, il faut prendre le temps de regarder ce qu'on fait parce que ça n'a pas de sens. Mais je vais revenir un peu là-dessus. Justement, le gel d'embauche, c'est vrai qu'il est très présent dans votre plateforme. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a quand même beaucoup de création de comités. On va créer un comité de surveillance, des tables de concertation, des agents de... Pour vrai, il y en a quand même pas mal. Fait qu'on voit quand même... Quand on lit la plateforme électorale de Repensons Lévis, on se dit il y a beaucoup de planification centrale, il y a beaucoup de contrôle, de mesures qui sont mises en place et qui sont gérées par des employés malgré le gel d'embauche. Comment vous faites cette gymnastique-là un peu de créer ces nouvelles structures administratives-là dans un contexte qu'on a déjà beaucoup de staff administratif? Je vais juste donner un exemple. Là. Par exemple, dans une autre place de la plateforme, vous dites doter la STL d'une direction des communications pour faire la promotion du transport en commun. Mais ça, c'est une ressource qui est affectée ou c'est une nouvelle ressource? Qui est affectée. OK. Ça. Moi, la plupart des choses qui sont là, c'est des affectations. Okay? Quand je parle d'aller chercher des nouveaux revenus, je parle de dédier quelqu'un à la recherche de subventions. C'est compliqué. Bon, chaque direction a un peu ses subventions. On va chercher la tech pour les tuyaux, on va chercher le primo. Chacun va chercher un peu ses subventions qu'il connaît. Mais les subventions, c'est vaste, c'est complexe, puis ça bouge tout le temps. Ça me prend quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, qui va aller chercher tout ce qui se peut pour dire, regarde, moi, mon impôt qui sort de Lévis, là, je veux qu'il revienne. Je veux que l'impôt qu'on donne à Québec puis à Ottawa... Les fameuses listes d'épicerie. Ben, tu sais, pas intention que ça aille se dépenser à Gatineau puis à Wabush, moi, là, tu sais, on est à Lévis. Fait que moi, je vais me battre pour que l'argent vienne ici. Ça, c'est la base. Mais après ça, il y a un levier qui n'a pas été utilisé beaucoup par les villes. Il y a quelques villes qui sont en train de l'essayer. C'est la philanthropie. Une ville a le droit d'émettre des reçus de charité pour des dons philanthropiques. Et là, si tu fais ça, tu vas chercher des partenaires qui te permettent, par exemple, de sauver un bâtiment patrimonial, de monter un amphithéâtre, de monter n'importe quel peut-être même un réseau d'autobus, c'est possible aussi. Tu vas chercher, tu vas affecter à quelque chose, puis un philanthrope peut dire, ben moi, ça me tient à cœur. Au niveau culture, au niveau sportif, peu importe. Mais moi, c'est à ça que vous pensez, parce que d'une manière, vous parlez de la diversification des revenus, pour moi, c'est ça. Quand on va financer nos projets, on va le faire différemment. Fait qu'on va le faire en partenariat avec du privé, on va le faire en philanthropie, puis on va le faire avec des recherches de subventions. Fait que si on monte un amphithéâtre, bien, ça peut être intéressant peut-être de monter quelque chose de culturel à côté pour regarder quelles enveloppes sont disponibles dans les autres gouvernements pour, encore une fois, ramener nos impôts ici. Avez-vous déjà des approches avec ces philanthropes-là? Ben oui, on en parle. Les philanthropes, quand même, à Lévis, sont connus, mais plus que ça, parce que il y a des études qui sont sorties là, qui disent que les Québécois aimeraient donner davantage, mais ne savent pas nécessairement à quelle cause ils aimeraient donner, puis ils ne sont pas assez sollicités, fait qu'ils finissent par ne pas le faire. Il y a quand même une marge de manœuvre qui est là. Moi, mon directeur de cabinet travaillait en philanthropie, puis il m'a fait tout un cours là-dessus. Au début, j'étais sceptique. Là. Je fais, ouais, attends un peu, là. On n'a pas de l'argent à l'infini, on va finir par se cannibaliser, puis... il dit non, tu sais, ça se vérifie ailleurs. C'est une culture à développer. C'est un réflexe à prendre. Un peu comme dans les universités, là, il y a toutes sortes de bourses qui sont reliées à des donateurs, par exemple. Ouais. C'est plus à ça qu'on pense de manière classique. C'est ça. T'sais. Et vous voulez comme amener ce modèle-là ou cette manière de faire dans... Il faut le tester, en tout cas. Tester. C'est clair qu'il faut le tester, parce que là, on ne peut pas assumer 100% de la facture de nos infrastructures en ce moment. Mais est-ce que justement ces infrastructures-là sont liées à cette recherche de philanthropie-là, dans le sens que je pense que l'amphithéâtre pour le hockey, c'était-tu pour l'équipe junior majeure? Ça se peut-tu? En fait, moi, je pense qu'on ne fera pas vivre un amphithéâtre si on n'a pas une équipe. Soit de hockey junior majeur. Je me suis pas trompé de partie, c'est vous, hein, l'équipe junior majeure. Ben moi, je pousse là-dessus. Puis en même temps, quand Jacques Tanguay est venu faire sa conférence avec le mouvement sportif lévisien, là, j'appréhendais un peu, je dirais, oublier ça. Non, il s'est pas trop mouillé, il n'a pas trop voulu le dire. Mais il était propriétaire des remparts, puis évidemment... Mais je veux dire, on peut pas penser que ce projet-là voit le jour s'il n'y a pas de philanthropie. Ben non, c'est ça. Ça fait partie de ça. Mais une autre chose... Là, j'ai parlé avec des promoteurs Médifice à Montréal qui sont en train de développer un autre système. C'est que une ville peut vendre un terrain, mettons, à une entreprise. L'entreprise construit son bâtiment, qui est un bâtiment ville, le loue à la ville pendant 30 ans et ensuite la ville reprend possession. Donc, la ville l'entretient et prend possession au bout de 30 ans. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu n'es pas obligé de passer par
les processus d'appel d'offres, les plans et devis. Ben oui, il y a des plans et devis pareils, là, mais je veux dire, tu n'es pas obligé de passer par toutes les étapes qui fait on pourrait rajouter ça, rajouter ça, rajouter ça. Là, tu arrives, ouais, mais ça va coûter bien trop cher. Ah, OK, on recule, on recommence, on refait ci, on refait ça, on refait ça. Fait que là, attends un peu. Dès le début, l'entreprise construit, l'entreprise dès le début, oui, mais attache dès le début tout ce qu'il faut là-dedans. Là. Dit, là, si vous faites ça, ça va coûter trop cher, tac, tac. Mais l'entretien, c'est pas l'entreprise qui l'a fait, c'est la ville. Exact. C'est quoi l'intérêt de l'entreprise? Bien, c'est un autre modèle. C'est qu'eux autres, d'abord, ils obtiennent le contrat. De Ils ne construction. sont pas obligés d'aller en appel d'offres puis de passer par toutes les... Donc, puis la ville a sa soumission directe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ajout puis de nouvelles idées puis de ci puis de ça. T'sais, en partant, ils disent, voici ce qu'on a besoin. Puis eux autres s'arrangent pour donner ce qu'ils ont besoin. Mais dans la façon dont ils le font, ils vont sauver 20, 25, 30 du prix, là. Puis là, ils sont en train de regarder s'ils ne peuvent pas faire des usines de traitement des eaux aussi. Ils sont en train de regarder plusieurs modèles avec ça. Mais moi, je trouve ça super intéressant à exploiter. Il va falloir regarder qu'est-ce qu'on peut aller faire avec ça. Mais ça, c'est une autre façon de fonctionner qui te retire du modèle conventionnel. Tu sais, on parlait des fameux feux de circulation à 1 million là, à Longueuil. Là. Bon, ben c'est ça. Tu sais, y a-tu moyen de repenser dans notre... Je vais dans mon dada, le repenser. Mais, tu sais, y a-tu moyen de regarder ça autrement puis de monter des projets différemment? Ben oui, il y a une façon qui est possible. Donc, ça en est une, puis il y en a peut-être d'autres. Moi, je veux vraiment qu'on regarde notre façon de travailler. Il faut qu'elle soit différente parce qu'on ne peut pas se payer des projets à 100 là, comme on le fait là. Je veux dire... Ben, surtout dans le contexte des dépassements de coûts, là, ben il y a quelque chose qui est clairement... Le poste de police, tu sais, est-ce que je peux juger des besoins? Où est-ce qu'il était? C'était quand même... c'était quelque chose, là où il gardait toutes les preuves des procès, puis tout ça, là, c'était pathétique, là, comment c'était petit puis coincé. Fait que le besoin était là pour ne pas rester là. Est-ce qu'on avait besoin d'un gros poste à 78 millions? Au départ, c'était 55. Je ne sais pas, mais c'est sûr qu'il fait quand même l'envie des autres en ce moment. Puis ben, là, il est central. Puis on a notre palais de justice en même temps, la cour civile, puis tout ça, la cour municipale. Fait que tu sais, il y a un plus là, mais c'est un gros coup, là. Est-ce que tu peux faire ce projet-là, puis en même temps continuer à faire tes autres gros projets à côté? Je pense qu'il aurait dû slacker un peu les autres projets. C'est un peu ça le problème là, qui fait qu'on a une surinflation puis qu'on a une dette qui est à ce point haute. Là, cette discussion-là m'amène à une autre incompréhension que j'avais dans votre plateforme. C'était un peu flou, fait que c'est beau, vous êtes là, vous allez pouvoir l'éclairer. Oui. On parlait au niveau logement social de posséder des bâtisses au niveau de la ville de Lévis. Donc, d'acheter ou de construire des bâtisses pour le logement social. Dans le contexte d'endettement difficile présentement, non, c'est pas ça? Non, ce qu'on dit, c'est qu'une ville peut acheter des terrains. OK. Ben, on achète le terrain. Un terrain OK. Et là, on lui donne une vocation hors marché. OK. Donc, on travaille avec le groupe ressources techniques, le GRT, l'OMH, qui, eux, créent une coop, une OBNL, qui va s'assurer que le prix soit en dessous du marché. Il va construire. On peut lui donner un congé de taxe. La construction est assumée par cette OBNL-là. Oui, exact. Mais le prix du terrain a été financé par la ville. Oui, c'est ça. Dans le contexte d'endettement, des choses sont réellement faisables? Bien, là, c'est des investissements. Là. Si on veut du logement abordable, il faut se trouver des moyens de le faire. En ce moment, on est en train de mettre 2,4 millions de côté chaque année dans une réserve. Et ce 2,4 millions-là vient de passer dans 2 projets. Un projet de 300 portes, où on a mis 13 millions la ville, 38 millions à peu près le gouvernement. Donc, on a mis à peu près 45 millions, qui est presque la moitié du projet, je dirais 45 du projet, pour 300 portes. Et là, le 3,5 sort à 956 piastres. Puis là, je me dis, OK, la classe moyenne, 956 piastres, un 3,5 peut-être. Mais là, quand tu vas en bas de ça... puis ça, c'est le projet du gouvernement. Là. C'est le fameux PHAQ qui a remplacé Accès Logis. Mais Accès Logis, il n'était pas parfait. Là. Il y avait plein d'éléments là-dessus qui étaient critiqués, mais c'était pas acheté aux poubelles. Là, ils ont transformé ça en PHAQ. Et là, moi, le problème que j'ai avec ça, c'est qu'il n'y a pas de pérennité. C'est-à-dire qu'après 15 ans, le promoteur peut arriver et dire, bon, ben moi, j'ai eu mon cash down, j'ai monté ma bâtisse, je rembourse la partie de la subvention qui ne me sert plus, puis je sors mes logements du marché. C'est-à-dire, je sors mes logements de la protection. Je les ramène dans le marché. Fait que là, j'y regrimpe à 1200, 1500. Tu sais, il n'y a plus de protection. Sinon, s'il ne sort pas après 15 ans, bien, c'est maximum, c'est soit selon la phase du programme, c'est soit 25 ans ou 35 ans. Donc, il n'y a pas de protection de marché. Là, le gouvernement dit, ouais, mais attends, vous avez la régie du logement.
vous allez pouvoir vous défendre. Parce que Mais le qui point prend qui le temps de faire ça, tu sais? Qui Le- prend le temps d'aller cogner à la porte? Le point qui m'inquiète un peu, j'ai eu la même question avec Jackie Smith, le parti un peu plus à gauche de leur côté. Il y a une proposition qui ressemblait quand même un peu à ça. On sait que ça a été fait aussi à Montréal de leur bar. Et ce qu'on voyait, c'est qu'à Montréal, c'était plus on achetait des bâtisses existantes, puis on les rénovait, puis on faisait du logement social avec. Mais ce qu'on voyait, c'est que des fois, on payait quand même vraiment cher les bâtisses existantes. Puis c'est un peu l'inquiétude que j'aurais présentement. Le terrain que la ville veut acheter, il appartient à quelqu'un, autrement dit. Donc, il faudrait La l'acheter. ville en a probablement déjà. Ça, c'est l'autre question. Mais c'est ça. J'ai toujours voulu demander c'est quoi les terrains de la ville, c'est quoi les possessions, puis Mais- j'ai jamais eu de liste. Mais admettons La qu'on ville achète en a, un c'est particulier, comment vous réussissez à le faire en payant le bon prix, autrement dit? Puis même, des fois, qu'il n'y ait pas de corruption, pas nécessairement que ça viendrait de vous, mais un fonctionnaire est responsable du dossier, favorise un peu le terrain ville- du beau-frère, par exemple, quelque chose. Comment on se protège contre ça? La ville a maintenant un droit de préemption. Fait que la ville a maintenant le droit de premier refus sur tout bâtiment pour utilité publique. Un Ça, droit c'est OK, droit de premier refus. Donc, quand il y a un On parle terrain, d'expropriation, quand là? il y a un terrain qui est à vendre, Il est à vendre, OK. la ville a toujours le droit d'aller dire moi, je vais l'acheter en premier. Vous passez avant l'acheteur. Pour utilité publique, il faut que je le justifie. Donc, si je veux faire du logement social, par exemple, je suis capable d'aller l'acheter puis de dire, moi, j'en ai besoin soit pour une glace, un aréna, et là, du logement social. Tu sais. Je suis capable de faire ça. Donc, ça, puis c'est le prix du marché. Là. Ça, c'est la minute qu'il y a un terrain à vendre, vous avez le droit, mais il faut le justifier. Là. Tu sais, je peux pas juste l'acheter pour ma bonne humeur. Là, tu Mais sais. est-ce que vous payez le prix de la personne qui voulait l'acheter ou... C'est le prix du marché. Tu sais, c'est ça. là. OK, ben c'est la loi 22, cette affaire-là. Oui, exact. OK. Exact. Fait que c'est ça que ça nous permet. Mais L'autre chose, c'est une forme de droit d'expropriation. Là. ben non, il est à vendre. Il faut qu'il soit à vendre. Ouais, mais le prix est déterminé par le gouvernement. Là, Ouais, mais il faut qu'il soit à vendre. Ouais. Tu sais, c'est parce qu'une expropriation, c'est quand la personne ne veut pas vendre. Ouais. Là, tu le forces. Mais Quand tu es en expropriation, c'est parce que tu t'es pas entendu avec. Mais c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui me parle de cette loi 22-là que voulait l'utiliser. Fait que c'est parfait, je vous pose des questions. Oui, c'est à ça que ça sert. C'est à ça que ça sert. C'est un des leviers. Tu sais. Puis l'autre chose pour du logement abordable, c'est que tu peux donner des permissions à quelqu'un qui construit. Mettons, tu dis, la zone, c'est à 5 étages. Je te permets de faire un 6e étage si tu me donnes 10, 15, 20 de logement abordable. Peu importe. Là. Ça se négocie. Là. Je te permets de faire un étage de plus. Je te permets d'agrandir un petit peu ta zone, là, de t'approcher un peu plus de la limite. Tu sais, ça va peut-être te faire 2 apparts de plus. C'est ça justement que vous appelez la densification douce. J'ai lu c'est ça. pas tout à fait la même chose. OK, ben j'aimerais ça que vous l'expliquiez parce que, bon, là, on est dans le logement, il y a un gros enjeu, là, tout le monde l'a compris. Ouais. Mais moi, j'écoute plusieurs politiciens puis je me dis, je sais pas comment on va régler ça parce qu'ils veulent pas que la ville s'étende. Exact. Ils veulent pas trop que ça soit en hauteur. Ils me disent, s'il y a un moratoire sur la construction, mais maintenant, l'offre, on fait comment pour l'augmenter? S'il n'y a pas d'offre, il va y avoir un problème de demande à un moment donné. Ouais, ben, c'est là qu'on est. Là. L'offre, ça dépend, ça prend la bonne offre aussi, parce que là, nous autres, on les fait les portes en ce moment, là, on s'en va dans les nouveaux buildings. Là. Il y a encore 45-50 d'inoccupation. Là. C'est trop cher. Tu sais, on a construit vite, là, puis on a fait des grosses affaires, on n'est pas capable de les louer. Ça prend le bon prix aussi. Fait qu'il faut que tu aies ta mixité qui fait en sorte que, oui, il y en a qui sont capables de se le payer. Les autres, il faut qu'ils soient capables de se payer quelque chose de moins cher là, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Là. Dans la mixité, c'est la ville de Montréal. Ouais, mais juste expliquer ce point-là, parce que c'est ça qui est dit dans le programme, puis je me demandais c'était quoi votre vision là-dessus. La densification douce, c'est, par exemple, tu as ta maison, ton gars ou ta fille veut s'en aller en appart, puis là, c'est peut-être compliqué. Tu pourrais te faire une petite maison en arrière, une mini-maison dans le fond de la cour. Faciliter cette permission-là. Ils appellent ça les guest house. Là. Ici, c'est pas permis. Là. Ben, c'est ça. Là. Nous autres, on a déposé au conseil un avis de proposition là-dessus. C'est à l'étude en ce moment. Allez-vous aussi loin que Jackie Smith qui permettait un 6-plex, par exemple, de son côté? La Ville de Québec, après. Un terrain de maison unifamiliale. C'est carrément ce qu'elle proposait. Là, puis elle disait densification douce. Elle, de son bord, là, c'était. Tant et aussi longtemps que c'est en bas de 6 unités, il n'y aurait pas de problème. Sur un même terrain? Oh, oui, carrément. Ça, je trouve ça intense. Là. C'est trop intense pour vous. Une bigénération, on peut-tu avoir des incitatifs, de la facilitation, de ne pas être obligé de passer par 56 règlements, puis que ça soit bien compliqué. On peut-tu faciliter ça? Tu veux te transformer en bigénération? Regarde, let's go. Là. Ça, c'est une densification qui est douce.
Mais 6, je trouve ça beaucoup. Là. Mais ça se faisait, le pire, c'est que ça se faisait avant, à Lévis même. Là. Si vous allez dans les vieux quartiers de Lévis, mais si on va dans les vieux quartiers de Lévis, moi j'ai déjà failli acheter une maison là, tu le vois qu'il y a une maison qui est dans le derrière de la cour. Tu sais qu'originellement, c'est un lot. Puis le monsieur qui était là, la famille a construit une maison pour leur enfant. Il y avait moins de règles C'est urbanistiques. ça, il y avait moins de règles urbanistiques. Oui, mais il y avait peut-être qu'ils ont réussi à combler un besoin aussi. Là. Ben oui, mais c'est ça. Mais il faut en faire la promotion aussi, parce que là, les gens n'y pensent pas, ça se fait pas de toute façon. Mais si on l'offre, puis si on en fait la promotion, puis on se garde, ça, c'est possible. Quitte à, tu sais, l'idée du congé de taxes pour faciliter certains trucs, là, moi, j'ai pas de problème avec ça. Dans ça, même pour le logement abordable, tu dis, on te donne un congé de taxes un certain temps. C'est pas à vie, là, mais on te donne un coup de main pour répondre à un besoin pour 5 ans, mettons. Tu sais. On te donne un coup de main. Tu sais. Ça te permet de garder tes logements hors marché, de te créer une coop. Même chose pour une densification douce. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant à regarder. Parce que c'est pas une perte de revenus. Tu ne rentres pas ça dans la colonne des pertes. C'est juste un non-revenu. Tu sais, s'il n'y avait pas eu de construction, tu n'aurais pas eu ce revenu-là. Fait que là, tu fais juste le décaler un peu. Il arrive plus tard. Mais pour moi, c'est pas à mettre dans la colonne des pertes. Tu sais. Quand on lisait votre programme politique, pour comprendre certains éléments, il y a beaucoup un peu de jargon qui appartient au milieu un peu plus à gauche, comme la densification douce. On voit les meilleurs exemples avec Jackie Smith à Québec. Gauche, tu sais, quand je te décris ça, c'est-tu à gauche d'essayer de prendre l'espace qu'on a puis de l'optimiser puis de faciliter les familles? Ce que je veux dire, c'est qu'il faut aller voir les partis de gauche pour retrouver les mêmes mots. Puis, okay. Quand on va... non, pas vrai, là, c'est vraiment ça. Mais tu sais, moi, j'ai 3 promesses. Hein. Mes promesses, c'est de baisser la dette. C'est de plafonner les taxes à l'IPC, puis c'est de s'occuper des infrastructures en priorité. C'est mes 3 promesses. Le reste, on explore tout ça. Laissez-moi aller juste un peu avec ma question. Quand on lit vraiment votre programme, ce qu'on sent, c'est qu'il y a vraiment un certain jargon qui appartient un peu plus au milieu de gauche. Vous avez nommé la mixité tout à l'heure. Ouais. Le plus grand exemple qu'on a vu, c'est celui de Montréal, la fameuse loi très rigide du 20-20-20. 20-20-20. C'est une loi c'est dans un contexte de mixité, justement, qu'on a fait ça. La plupart des entrepreneurs choisissent de payer les amendes tellement que la règle ne fait pas de sens. Pose la même question à Jackie parce que... Je trouve ça intense. Exact. Et Jackie arrive de son côté a sensiblement le même jargon aussi. Elle, sa règle est différente. C'est 50-50. En tout cas, c'est une autre règle. Okay. Mais là, de votre côté, on lit la plateforme puis on voit mixité, mais on voit rien par contre. Vous expliquez pas qu'est-ce que vous voulez faire avec ça. C'est ce que je disais. Si tu donnes une permission à un promoteur, en échange, tu lui donnes un plus en échange du logement social. Y a-tu le volet coercitif comme à Montréal? Non, moi je vois pas ça. En tout cas, pas pour l'instant. C'est un bonnet bonification seulement. Oui, c'est ça. Okay. On va te donner une permission de plus, mais tu nous donnes du logement en échange. Puis ton étage de plus en haut, tu vas le vendre plus cher. Là. Fait que ça te permet probablement de baisser tes loyers en bas. Là. C'est dans cette optique-là. Un peu dans le même ordre d'idée, vous dites aussi favoriser le développement de l'économie circulaire avec la nomination d'un agent de développement dédié. C'est plusieurs points que, pas qu'on a un avis par rapport à ça, mais je pense que les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Non, je pense que c'est bien que vous puissiez. L'économie circulaire, c'est quand tu as un extrait d'une entreprise. Mettons que ton entreprise fabrique du bois, ça crée du brandy. Bon, ben, au lieu d'aller le jeter, tu le donnes à une autre entreprise qui va, mettons, faire du rembourrage ou qui va faire d'autres choses avec. C'est ça de l'économie circulaire. C'est quoi le rôle de la ville jeter tes là-dedans, affaires, ben, c'est juste un facilitateur. On est là pour savoir qu'est-ce qui sort de chaque entreprise, qu'est-ce qui peut rentrer dans une autre pour dire mais comment on le fait? Il y a un fonctionnaire qui va voir? Comment ça marche, grosso modo? Ça existe ailleurs, en fait. Là. C'est vraiment quelqu'un qui connaît ses entreprises, ses industries, qui sait qu'est-ce qui se fait à chaque place, qui sait c'est quoi qui est jeté à chaque place, puis au lieu de le jeter, il le récupère puis il l'envoie ailleurs. Ben, il ne prend pas lui-même, mais il fait le contact. Il dit, tu sais, au lieu de l'acheter, tu pourrais peut-être l'envoyer là. Fait que l'autre peut l'acheter, il redonne un montant. Puis, tu sais, au lieu d'acheter du neuf, mais il récupère la vieille matière de l'autre que l'autre n'a plus besoin. C'est ça de l'économie circulaire. Tu sais. C'est pas magique, là. On ne récupère pas tout à 100 %. Est-ce qu'il y a des employés présentement qui s'occupent de ça dans la ville? Non. En ce moment, il n'y a rien à Lévis. Fait qu'il faut réaffecter des employés à ces endroits-là. C'est une affectation qui fait juste la veille puis qui regarde qu'est-ce qui se passe. Il y en a ailleurs dans la région, mais à Lévis, on n'a rien quand on essaie de faire ça. Tu sais, mais on est quand même avant-gardiste. Mettons le compost, là, on a ça depuis 2011. Ça fait longtemps qu'on fait ça. Pourquoi? Parce que quand on jette nos plures de bananes, nos pommes, nos restants de table dans la poubelle, ça s'en va à l'incinérateur. C'est gorgé d'eau, puis ça fait travailler plus l'incinérateur, ça diminue sa durée de vie. Ça coûte plus cher.
Qu'est-ce qu'on fait? On prend tout ce qui est gorgé d'eau, tout ce qui reste en terre, on envoie ça au compost, on le transforme en engrais, puis on le fait fermenter, puis tout ça, puis on peut s'en servir ailleurs. Fait qu'on prolonge la durée de vie de notre incinérateur, puis on facilite un peu la récupération de toutes les matières. Bon, même chose, récupération, Société Via, ici, recycle 95% de toutes les matières. T'sais, il y a eu des gros reportages à Montréal comme quoi il y avait bien des On n'a pertes. pas ce problème-là ici. Proche, là. Non, ici, c'est assez exemplaire. D'ailleurs, c'est une société qui fait de l'intégration en emploi. Là. Il y a beaucoup de personnes avec un handicap qui travaillent là. Donc, puis je ne sais pas si vous l'avez déjà visité. Non, c'est dans quel quartier, pour le fun? C'est industriel Lauson. OK. C'est quand même... c'est dans le coin de l'incinérateur, dans le fond. Non, l'incinérateur, c'est le chemin des îles. C'est ça, exact. Mais c'est ça, c'est quand même hyper impressionnant, là, la vitesse à laquelle ça roule. Là, puis là, tu as les gens qui sont là puis qui sortent les affaires qui ne sont pas supposées être là. Puis là, après ça, tu as tous les trieurs officiels. Tu as des jets d'air qui envoient un peu les trucs plus légers puis tout ça. T'sais. Mais c'est vraiment impressionnant comme industrie, comment que ça se passe. Puis tu vois aussi tout ce que le monde jette à récupération. Tu fais, oh, OK, non. Il y a encore de l'éducation à faire là, pour voir qu'est-ce qui peut être fait. T'sais. Puis il y a encore du monde qui ne veut pas composter. Mais il faut savoir que toutes nos matières résiduelles, on paye exactement ce que ça coûte. J'ai entendu M. Lachance à Québec dire on va passer une fois chaque semaine, puis ça va coûter le même prix. Mais c'est pas vrai. Il faut payer ce que ça coûte. Donc, s'il passe à chaque semaine, bien, on va payer plus cher. Il y a une ligne sur votre compte de taxes qui est matière résiduelle. C'est exactement le prix que ça coûte. C'est la loi, de toute façon. Même chose pour l'eau. Il faut payer. C'est pour ça qu'ils sont séparés, eux autres. Ben oui, c'est des tarifs. Fait que ça, la Ville n'a même pas de pouvoir là-dessus. OK. C'est-à-dire, la Ville peut améliorer, il y a une norme comptable. Avoir un contrat qui est moins cher ou elle peut négocier des affaires, je ne sais pas trop. Là, c'est souvent le plus bas soumissionnaire. Là. On a barré, d'ailleurs, on a eu des problèmes à un moment donné dans la cueillette des matières résiduelles. Là. On a barré certaines entreprises qui avaient de la misère avec la main-d'œuvre, les camions brisaient, puis tout ça. Puis on les suivait serrés. Il y avait un dossier SADP pour leur dire, voici, on les suivait vraiment très serrés. Mais c'est ça, cette ligne-là, elle est vraiment au coûtant. Fait qu'on n'a pas d'influence là-dessus au Conseil de ville. La seule influence, c'est le taux de taxation. On va regarder la variation du compte de taxes, mais il y a une partie qui est tarif, puis il y a une partie qui est taux de taxation. Fait que, tu sais, quand on a un multilogement, puis là, on dit, ben l'augmentation du multilogement, c'est 5 %. Mais si les tarifs, eux autres, sont facturés par porte. Fait que, mettons que tu as 20 portes, ben, ton tarif, il va être multiplié sur 20 portes. Fait que, au final, ton augmentation va être plus forte que celui qui a 6 portes. T'sais, ton pourcentage va augmenter davantage. Fait que, quand ils nous disent il y a eu 10 % d'augmentation du résidentiel dans les 2 dernières années, mais il y a eu 15 % sur le multilogement, le 6 logements et plus. Fait que, il y a bien des choses qui sont passées là-dedans puis que ça a fait un peu pas si pire. Les industries, commerces, c'est resté à 5-6 % ces 2 dernières années. Là. Fait que, ça monte, ça aussi. Nous autres, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut réévaluer toutes les catégories de taxation. Dire, y a-tu, dans le temps, une disparité? Tu sais, les propriétaires forestiers venaient nous voir et venaient dire moi, je trouve qu'on a été augmenté plus que les autres par rapport à ce qui se faisait. Parfait, on va le mesurer dans le temps, mais on va dire, c'est-tu vrai qu'il y a une inéquité? On a-tu quelque chose à rétablir? Moi, je suis prêt à faire ça. On remet ça sur la table, puis on dit, là, dans le temps, il y en a-tu qui ont subi quelque chose qui ne fonctionnait pas? C'est dur de comparer d'une ville à l'autre. Là, le vérificateur général disait, la seule chose que tu peux comparer, c'est la charge fiscale par logement, donc la moyenne de taxes par porte. Puis là, c'est là que Lévis tombe 4e plus taxé. Puis quand on regarde du côté de votre plateforme, il y a un autre mot qui saute aux yeux à un moment donné, c'est écofiscalité. Qu'est-ce que vous entendez par ça? Moi, la seule mesure d'écofiscalité que je conçois en ce moment, c'est vraiment les stationnements perméables. C'est ça dont j'ai parlé tantôt. Fait que c'est juste ça, l'écofiscalité, il n'y a rien d'autre. Pour l'instant, c'est la plus logique que je vois. S'il y en a d'autres qui me sautent aux yeux, on verra. Mais là, pour l'instant, on est vraiment là. L'entrevue tire à sa fin. Ça a passé très rapidement. Peut-être comme dernière question, parce que vous avez été dans l'opposition. Vous avez vu comment ça se passait à la ville, tout ça. J'imagine que
vous vous êtes imaginé à plusieurs reprises, si c'était moi, j'aurais fait ça, je ferais ça. C'est sûr. Là, si c'est vous qui êtes élu, c'est quoi la priorité quand on commence? C'est que, mettons, si vous aviez, dans votre tête, vous dites, Un si 100 c'est premiers moi, jours. c'est ça, un genre de 100 premiers jours ou 50 premiers jours, qu'est-ce que je fais? Tu sais, c'est quoi mon... évidemment, vous ne dévoilerez pas des affaires que vous ne savez pas, dans le sens qu'on arrive... La plateforme est en ligne complètement, tu sais. Nos priorités, c'est la mobilité, c'est sûr. Donc, tu sais, l'action numéro 1, c'est d'aller rencontrer le gouvernement, de dire l'élargissement de la 20. Let's go. Troisième lien, arrêtez de niaiser avec ça. On a David... pas David... j'ai David McGuinty, mais c'est Steve McKinnon, qui est ministre des Transports en ce moment à Ottawa, qui milite pour un 6e pont de marchandises à Gatineau. Moi, ça se fait que le fédéral ne met pas son nez là-dedans. Ça se fait que le fédéral ne vient pas dire, là, c'était juste, ah oui, mais c'est juste la partie transport en commun. Mais non, écoute, là, venez mettre votre nez là-dedans. C'est ça, ils promettent des ponts ailleurs, mais à Québec, ils sont contre. Ben là, tu sais, à un moment donné, il faut que le fédéral embarque aussi. Donc, c'est d'asseoir les deux ministres des Transports puis de dire, là, on règle ça, ce dossier-là? Ça avance-tu à un moment donné? Puis de relancer les études sur le SRB, je veux dire. Parce que là, moi, les voies réservées, il n'y en a pas question. Pas question que je passe 37 millions par kilomètre dans quelque chose qui est plus ou moins efficace. Là, on a réglé 2 défis majeurs sur les 2 nœuds, là. Mais le reste, on ne va pas défigurer Guillaume Couture 4 fois, là. C'est pas vrai qu'on va l'ouvrir, le refermer. Ah, c'est pas ça qu'on avait besoin. Il faut planifier à long terme. On a 160 000 personnes. Quand on l'a fait en 2013, on l'a dessiné, c'était le projet qui était prêt, c'était visionnaire, c'était là. Et là, aujourd'hui, c'est nécessaire, on le voit, ça a grimpé vite, vite, vite. Si on veut libérer quelques voitures, libérer le trafic, bien, ça nous prend quelque chose qui est efficace. Puis il faut penser pour l'avenir aussi. Fait que tant qu'à faire quelque chose, on va le faire bien. Et là, on va remettre ces études-là en place pour remesurer le coût, pour attacher avec les différents ministères le financement. Puis après ça, on va le soumettre à la volonté populaire, si c'est correct, si c'est pas correct. Ça, c'est pour la mobilité. Après ça, sur le contrôle de la croissance, je suis le premier à avoir parlé de contrôle de croissance, puis là, je suis content. Les autres ont compris que ça allait peut-être un peu vite, mais d'un côté, j'entends « Ah, on reconnaît plus ma ville », puis de l'autre, mais il faut quand même lever le moratoire le plus vite possible, puis aller le plus vite possible. La vérité, c'est que si on veut lever le moratoire et que c'est la ville qui doit faire les usines, même si c'est une usine temporaire, ça va nous prendre autant de temps répondre aux normes du ministère pour créer l'usine temporaire que faire notre usine permanente. Donc, est-ce qu'on met de côté notre usine permanente pour monter notre usine temporaire? Ça se peut pas. Maintenant, si un promoteur arrive et dit, moi, j'ai toutes mes autorisations du ministère, je me fais ma propre usine, puis je renvoie ça dans votre réseau une fois traité, je suis qui pour dire non? Je vais dire, ben oui. Puis si on peut t'aider, on va t'aider. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais la ville, si elle le fait, ça va prendre autant de temps, puis ça met notre usine permanente sur la voie de garage. Il n'y a pas d'intérêt à faire ça, là, tu sais. Donc, le contrôle de la croissance, moi, je dis, on en a pour 25 000 portes, selon ce que la ville nous dit. 25 000, à peu près, parce qu'on est en train de faire une usine. Je dis, ben moi, je veux une planif sur 25 ans. Parce que si on ne fait pas de planif sur 25 ans, dans 7-8 ans, on refrappe un moratoire. On va avoir terminé nos usines, on n'aura plus de place, on va avoir terminé le périmètre urbain, on va aller en zone agricole. J'ai un problème avec ça. On va le planifier sur le long terme. Puis on l'a vu, de toute façon, donner 3-4 000 portes par année. Qu'est-ce que ça a fait? Explosion de la dette, explosion des taxes. On était pogné avec ça. On le vit, là, en ce moment. Là. Puis explosion du trafic. Puis, tu sais, on a toutes les conséquences en ce moment. Fait que moi, je dis, on le planifie à long terme. La seule chose, c'est que je n'entends pas les deux autres. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Puis quand je leur pose la question, bien, c'est pas grave. Si on l'aurait fait dans 7-8 ans, on l'aurait fait. Mais je fais, si on le refait dans 7-8 ans, on refrappe un mur. On fait quoi? T'sais, on va repartir l'autre usine tout de suite à côté. Là. Si vous dites dans 7-8 ans, notre usine est caduque, bien, on part les plans de la 3e. T'sais. Serge Bonin, candidat à la mairie. Là, j'ai pas fini. Ben oui, c'est pouvoir au quartier. Non, mais je vais en parler pareil parce que pour moi, c'est super important. Prenez le temps. En ce moment, il y a un comité de service de proximité qui a passé 8 millions à 5 élus qui décident sans critères, puis qui ont dit, on va mettre un petit projet là, un petit projet là, un petit projet là. Un genre de discrétionnaire. Là. Ouais, ben, tu sais,
C'est des demandes qui étaient faites au maire puis qui n'avaient pas de fonds prévus, fait qu'ils n'étaient pas capables de les donner. Fait que là, il y a un comité qui a été formé, mais il n'y a pas de critères. Moi, je dis, on prend ce budget-là, on le divise au prorata par quartier, à peu près les anciennes villes. Là, on va voir comment on va diviser ça. Puis c'est les gens qui vont venir se prononcer, c'est les gens qui vont venir voter sur qu'est-ce qu'ils veulent dans leur quartier, sur quoi ils veulent que la ville travaille. Ça, c'est super important que ça soit... en fait, il y a 30 des villes qui ont déjà expérimenté des budgets participatifs. Ça existe partout. Moi, je crois à ça. Je crois que les gens, quand ils travaillent sur leur projet, quand ils travaillent sur leur quartier, quand ils viennent dire leurs mots sur ce qu'ils font, ils sont plus fiers de ce qu'ils font, puis ils peuvent le protéger aussi. Tu sais, si un jeune a monté son skatepark, quand il va voir l'autre faire son graffiti, il va peut-être trouver ça un peu dérangeant. Il va dire « Hey, c'est moi qui l'ai dessiné, là. C'est notre parc à nous autres, tu vas le briser. » Tu sais, si tu l'as pu, ils n'en feront pas d'autres. C'est une pédagogie aussi, parce que ça dit aux gens qu'est-ce que ça coûte. Qu'est-ce que ça coûte, les éléments de la ville? Fait ça, pour moi, c'est essentiel. Ça, je sais que les adversaires vont pas aussi loin que moi là-dessus, mais ça, je veux dire, je vois pas autrement. Quand on veut redonner du pouvoir aux gens, on veut faire en sorte qu'il y ait plus de démocratie, que les gens puissent se prononcer. On est tanné du cynisme, là, les élus, les fausses promesses. Je fais, regarde, on va vous le redonner, on va vous écouter, c'est vous autres qui allez voter, puis on va faire ce que vous voulez. Voilà. Tu peux conclure. Ben oui. Serge Bonin, candidat à la mairie de Lévis, élection 2 novembre. Donc, c'est quand même rapidement, c'est bientôt. Il vote par anticipation 26 octobre. Ah, il va déjà être passé quand ça va être publié. Je ne l'avais Je pas dit avant. pensais plus tôt. Effectivement, donc, allez voter, c'est super important. Donc, Serge Bonin, candidat de Repensons Lévis. Yes, merci. Merci.